Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 7 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct des terres du Berry. Au programme de cet épisode, le NCSC a publié de nouvelles directives encourageant les marques à privilégier des partenaires publicitaires axés sur la cybersécurité pour éviter les fausses annonces en Grande-Bretagne. L'université nationale Taras Shevchenko de Kiev, la plus grande d'Ukraine, a récemment interdit l'utilisation de Telegram pour les communications officielles invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Une cyberattaque a récemment touché une société de télésurveillance britannique, Microlise, désactivant tous les systèmes d'alarme et de panique à bord des véhicules de transport de prisonniers en Angleterre. Le ministère fédéral de la justice en Allemagne a rédigé un projet de loi pour protéger légalement les chercheurs en cybersécurité qui découvrent et signalent de manière responsable des vulnérabilités de sécurité aux fournisseurs. Le CERT-FR a publié des avis sur plusieurs vulnérabilités affectant le navigateur Google Chrome, les produits HPE d'Aruba Networking et l'utilitaire d'administration NetApp ONTAP de Select Deploy. Une opération internationale menée par Interpol baptisée Synergia 2 a permis de neutraliser plus de 22 000 adresses IP et serveurs malveillants impliquant dans des activités de phishing, de vol d'informations et de rançongiciel. Vous trouverez bien entendu dans la description de cet épisode tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Il faut savoir que la publicité en ligne représente un moteur essentiel de l'économie numérique globale, avec un marché britannique qui devrait atteindre 3,7 milliards de livres sterling en 2024, dont environ 3/4 sont dédiés au contenu numérique. Cependant, la prolifération de publicités malveillantes ou le malvertising menace cette confiance essentielle dans le secteur publicitaire. Pour rappel, le malvertising est une méthode insidieuse qui ne nécessite souvent aucune interaction de l'utilisateur, permet à un simple visiteur d'un site web de devenir une cible d'attaque. En 2023, parmi les 1,1 trillion de publicités mondiales, ce qui représente 0,26 ont été identifiés comme une violation de sécurité, ça fait seulement que 2,86 milliards de vues potentiellement menaçantes. Ce qui a fait réagir les autorités britanniques, c'est que ce taux grimpe à 0,56% chez eux, le double de la moyenne mondiale. Cette menace met en danger la réputation et la sécurité des utilisateurs et nécessite une réponse sectorielle coordonnée. Dans cette optique, le NCSC a publié de nouvelles directives encourageant les marques à privilégier des partenaires publicitaires axés sur la sécurité. Cette démarche vise non seulement à protéger la réputation et les revenus, mais aussi à renforcer la confiance publique dans le marché numérique. Comme quoi la régulation, ça protège le consommateur, ça met en avant les entreprises qui font de la cybersécurité, c'est tout bénef. The Record nous informe que l'université nationale Taras Shevchenko de Kiev, la plus grande d'Ukraine, a récemment interdit l'utilisation de Telegram pour les communications officielles invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures similaires déjà évoquées dans ce podcast, qui incluait une interdiction préalable de l'application sur les appareils utilisés par les fonctionnaires de l'État, les militaires, les employés d'infrastructures critiques. Les autorités ukrainiennes de renseignement estiment que les services spéciaux russes pourraient accéder aux données personnelles des utilisateurs de Telegram, y compris leurs messages et fichiers supprimés. En Ukraine, il faut savoir que les universités dépendent fortement de Telegram pour divers usages: communication personnelle, professionnelle, annonces, discussions académiques, partage de ressources pédagogiques et coordination de projets. Cette interdiction affecte donc de nombreux aspects de la vie universitaire. Bien que les étudiants puissent continuer à utiliser Telegram pour des échanges personnels, et je pense que c'est là que ça commence à partir un petit peu en sucette leur truc, l'accès à l'application sur le Wi-Fi universitaire ou dans les résidences a été restreint, suscitant des inquiétudes parmi les étudiants, notamment pour la réception d'alertes de frappes aériennes. Le décret, signé par le recteur de l'université, interdit désormais aux employés universitaires toute utilisation de Telegram pour les communications professionnelles et exige la suppression de tous les comptes, canaux et bots liés à l'université. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que la fuite initiale de ce décret, elle est apparue sur un canal Telegram étudiant. L'université a confirmé la mesure et a invité les étudiants à voter pour des alternatives de communication. Et c'est là que on tombe carrément de sa chaise. Donc les alternatives à Telegram, ça serait WhatsApp et Instagram qui ont recueilli la majorité des voix. D'autres universités ukrainiennes comme l'Université nationale de l'aviation et l'Université catholique ukrainienne ont également exprimé leur position face à cette interdiction. Bien que le gouvernement n'ait pas encore statué sur une éventuelle interdiction à l'échelle nationale, Telegram reste largement utilisé par les citoyens pour recevoir des alertes de menaces aériennes et signaler des espions ou des mouvements militaires ennemis, le rendant encore difficile à exclure complètement. Une cyberattaque a récemment touché une société de télésurveillance britannique, Microlise,
désactivant les systèmes de suivi et les alarmes de panique des véhicules de transport de prisonniers en Angleterre. Ce sont des systèmes que si les fourgons se font attaquer, ils appuient sur un bouton et la police arrive dans des délais plus ou moins brefs. Parmi les clients impactés figure Serco, société qui gère les services de transport des prisonniers pour le ministère de la Justice britannique. Selon le Financial Times, le personnel de Serco a été informé lundi de la désactivation temporaire des systèmes et suivi des véhicules des alarmes de panique, de la navigation et des notifications d'estimation des temps d'arrivée suite à cet incident. Microlise, l'entreprise concernée, a informé la Bourse de Londres de l'attaque sans divulguer l'étendue exacte des impacts pour ses clients. Dans un communiqué actualisé, la société a indiqué que les attaquants pourraient avoir accédé aux données de certains employés, mais elle reste confiante que les données des systèmes clients n'ont pas été compromises. Microlise travaille actuellement à la restauration de ses services avec un retour complet à la normale prévu d'ici la fin de la semaine prochaine. De plus, le gouvernement britannique teste actuellement un projet pilote pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement à travers le programme de certification Cyber Essentials. Ce projet vise dans un premier temps les principales banques britanniques en les incitant à intégrer ces standards de sécurité dans leurs exigences envers leurs fournisseurs. Par ailleurs, d'autres opérateurs d'infrastructures critiques et des prestataires du secteur public pourraient être contraints de renforcer leurs critères de sécurité fournisseurs dans le cadre de la future loi britannique sur la cybersécurité et la résilience attendue au Parlement l'année prochaine. Le ministère fédéral de la Justice en Allemagne a rédigé un projet de loi pour protéger légalement les chercheurs en cybersécurité qui découvrent et signalent de manière responsable des vulnérabilités de sécurité aux fournisseurs. Ce projet exclut ces chercheurs de toute responsabilité pénale lorsque leurs actions respectent des critères précis. Notamment, l'objectif de l'action doit être l'identification d'une faille ou d'un risque de sécurité dans un système informatique. Le chercheur doit avoir l'intention de signaler cette vulnérabilité à une entité compétente, opérateur système, fabricant de logiciels, Office fédéral de la sécurité de l'information, c'est l'équivalent de l'ANSSI. L'accès au système doit être nécessaire pour détecter la vulnérabilité, limité aux besoins de tests de sécurité. Ces exclusions s'appliquent également aux infrastructures relatives à l'interception de données, à la modification de données sous réserve que les actions soient autorisées. Bon bref, si vous n'avez pas le mandat, vous n'avez pas le droit de le faire. En parallèle, ce projet introduit une peine de 3 mois à 5 ans pour des cas graves de collecte malveillante et d'interception de données définis comme suit. L'infraction entraîne un préjudice financier substantiel. Alors, de façon très basique, vous vous connectez sur un serveur web, c'est un site de vente en ligne, votre action met le serveur offline, vous allez avoir l'infraction. Vous aurez beau dire que c'était pour faire un pentest, vous avez voulu voir quelque chose, non, c'est mort. L'acte est motivé pour un profit réalisé à des fins commerciales ou dans le cadre d'une organisation criminelle. Alors là, c'est terrible, si vous bossez pour une boîte de cybersécurité, vous n'avez pas le mandat, vous décidez de le faire quand même, si c'est pour vendre vos prestations de cybersécurité derrière, vous êtes poursuivi. L'infrastructure critique est compromise affectant par exemple les hôpitaux, les fournisseurs d'énergie, de réseaux de transport ou menace la sécurité de l'Allemagne ou de ses États. Donc si vous attaquez, entre guillemets, un lander, c'est tendu quand même. C'est-à-dire que c'est une loi qui va vous protéger, mais pas tant que ça. Les associations concernées, les États fédéraux ont jusqu'au 13 décembre 2024 pour donner leur avis avant que le projet de loi ne soit soumis au Bundestag pour délibération. Il faut savoir que ce projet, ça s'aligne sur une mesure similaire du département de la justice des États-Unis qui avait modifié ce qu'on appelle le CFAA en 2022 pour inclure des exceptions pour des chercheurs en cybersécurité de bonne foi. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Aux États-Unis, quand vous décidez d'être un chercheur en cybersécurité, vous vous identifiez auprès du CERT-US ou auprès du FBI, carrément. Vous vous amusez pas à faire ça dans votre coin et à dire, tiens, j'ai trouvé une faille. C'est un coup avoir les amis du matin très tôt. Ou se faire défoncer la porte. Le CERT-FR a publié des avis sur plusieurs vulnérabilités affectant les systèmes de HP Aruba Networking, l'utilitaire d'administration de NetApp ONTAP Select Deploy et du navigateur Chrome, tous datés au 6 novembre 2024. Dans Google Chrome, les versions antérieures à la version 130.0 67.23.116 pour Linux et la version 130.0.67.23 116 et 117 pour Windows et Mac sont touchées par des vulnérabilités qui permettent à un attaquant de causer un problème de sécurité non spécifié. Les correctifs sont disponibles via le bulletin de sécurité de Google. On patch, c'est toutes les semaines, c'est pas une nouveauté. Les produits HP d'Aruba Networking présentent des vulnérabilités dans AOS version 10.4 avant la 10.4.1.5, la 10.7 et InstantOS version 8.10 et 8.12 qui permettent potentiellement l'exécution de codes arbitraires à distance ainsi qu'une atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des données. Les mises à jour sont disponibles et tout est documenté dans le bulletin d'HPE d'Aruba. On patch. Et enfin, pour finir, une vulnérabilité dans l'outil d'administration NetApp ONTAP Select Deploy. Alors, c'est toutes les versions antérieures à la 9.15.1
qui expose le système à un déni de service à distance et à des atteintes à la confidentialité et à l'intégrité des données. Pour chaque cas, tous les correctifs sont disponibles dans les bulletins de sécurité respectifs des éditeurs. Je vous ai mis les liens dans la description de l'épisode où vous allez sur le CertFR. On patch. Enfin, pour finir, une opération internationale menée par Interpol baptisée Synergia 2 a permis de neutraliser plus de 22 000 adresses IP et serveurs malveillants impliqués dans des activités de phishing, de vol d'informations, de rançongiciel. Cette opération qui s'est déroulée du 1er avril au 31 août 2024 a impliqué Interpol, des partenaires privés tels que Groupe IB, Trend Micro, Kaspersky, Team Simru, ainsi que des agences de sécurité de 95 pays membres. Sur les 30 000 adresses IP suspectes identifiées, 76% ont été mis hors ligne avec la saisie de 59 serveurs et de 43 dispositifs électroniques, dont des ordinateurs portables, des téléphones mobiles. L'opération a conduit à l'arrestation de 41 personnes avec 65 autres personnes toujours sous enquête. Parmi les actions notables, les forces de l'ordre de Hong Kong, donc on parle bien de la Chine, ont mis hors ligne plus de 1037 serveurs et celles de Macao 291. En Mongolie, des perquisitions ont permis de saisir un serveur et d'identifier 93 individus liés à des activités cybercriminelles. À Madagascar, 11 personnes ont été identifiées et 11 dispositifs électroniques saisis. Et enfin, en Estonie, la police a recueilli plus de 80 gigaoctets de données serveurs actuellement en cours d'analyse pour leur lien avec des logiciels malveillants bancaires et des campagnes de phishing. Alors cette opération, elle souligne bien la collaboration internationale nécessaire face à la cybercriminalité, qui a permis de démonter une partie des infrastructures malveillantes et de prévenir de nombreuses victimes potentielles à travers le monde. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, mais ce que ça conforte pour nous, équipe de réponse à incidents, c'est que tous les cybercriminels qui ciblent nos entreprises, c'est pas des sweats à capuche. On n'est pas sur des... ça existe toujours, il y a toujours des loups solitaires, mais la majorité des cas, ce sont des unités extrêmement bien structurées à travers le monde, avec chacune une spécialité. Ça n'existe pas le cybercriminel qui va maîtriser toute la chaîne. Ça se faisait il y a 20 ans, là c'est terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve avec des groupes de cybercriminels qui vont compromettre, qui vont industrialiser le système, et ils vont pas hésiter à travailler à travers le monde entier. Comme vous avez pu le constater, on a été en Chine, on a été en Mongolie, on est reparti à Madagascar, on est reparti en Europe, en Estonie. C'est juste incroyable le travail qu'a fait Interpol. En tout cas, bravo, ça fait plaisir. Et voilà, ce podcast de Radio Cessor du jeudi 7 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je l'ai fait un peu au pas de course cet épisode. J'ai une inondation, c'est pour ça. Et j'ai pas tout résolu. Donc j'y retourne. Il est 1h45 du matin et j'espère que le produit ne va pas sécher. Je suis en train de faire de l'étanchéité de dalles dans un sous-sol, c'est juste l'enfer. Mais il fallait que j'enregistre, sinon ça sortait pas. Au revoir. À demain.